La femme sans cœur. Après être resté silencieux pendant un moment, Raphaël dit en laissant échapper un geste d'insouciance : « Je ne sais en vérité s'il ne faut pas attribuer aux fumées du vin et du punch l'espèce de lucidité qui me permet d'embrasser en cet instant toute ma vie comme un même tableau, où les figures, les couleurs, les ombres, les lumières, les demi-teintes sont fidèlement rendues. Ce jeu poétique de mon imagination ne m'étonnerait pas s'il n'était accompagné d'une sorte de dédain pour mes souffrances et pour mes joies passées. Vue à distance, ma vie est comme rétrécie par un phénomène moral. Cette longue et lente douleur qui a duré 10 ans peut aujourd'hui se reproduire par quelques phrases dans lesquelles la douleur ne sera plus qu'une pensée et le plaisir, une réflexion philosophique. Je juge au lieu de sentir. « Tu es ennuyeux comme un amendement !» s'écria Émile. « C'est possible, » reprit Raphaël sans murmurer. « Aussi, pour ne pas abuser de tes oreilles, te ferai-je grâce des 17 premières années de ma vie. Jusque-là, j'ai vécu comme toi, comme 1000 autres, de cette vie de collège ou de lycée, dont maintenant nous rappelons tous avec tant de délices les malheurs fictifs et les joies réelles, à laquelle notre gastronomie blasée redemande les légumes du vendredi, tant que nous ne les avons pas goûtés de nouveau. Belle vie dont nous méprisons les travaux, qui cependant nous ont appris le travail. Arrive le drame, dit Émile, d'un air moitié comique et moitié plaintif. Quand je sortis du collège, reprit Raphaël, en réclamant par un geste le droit de continuer, mon père m'astreignit à une discipline sévère. Il me logea dans une chambre contiguë à son cabinet. Je me couchais dès 9h du soir et me levais à 5h du matin. Il voulait que je fisse mon droit en conscience. J'allais en même temps à l'école et chez un avoué. Mais les lois du temps et de l'espace étaient si sévèrement appliquées à mes courses, à mes travaux, et mon père me demandait en dînant un compte si rigoureux de « Qu'est-ce que cela me fait ?» dit Émile. « Hé, que le diable t'emporte !» répondit Raphaël. « Comment pourras-tu concevoir mes sentiments si je ne te raconte pas les faits imperceptibles qui influèrent sur mon âme, la façonnèrent à la crainte et me laissèrent longtemps dans la naïveté primitive du jeune homme. Ainsi, jusqu'à 21 ans, j'ai été courbé sous un despotisme aussi froid que celui d'une règle monacale. Pour te révéler les tristesses de ma vie, il suffira peut-être de te dépeindre mon père. Un grand homme, sec et mince, le visage en lame de couteau, le teint pâle, à paroles brèves, taquin comme une vieille fille, méticuleux comme un chef de bureau. Sa paternité planait au-dessus de mes lutines et joyeuses pensées, et les enfermait comme sous un dôme de plomb. Si je voulais lui manifester un sentiment doux et tendre, il me recevait en enfant qui va dire une sottise. Je le redoutais bien plus que nous ne craignions naguère nos maîtres d'études. J'avais toujours 8 ans pour lui. Je crois encore le voir devant moi, dans sa redingote marron où il se tenait droit comme un siège pascal. Il avait l'air d'un hareng sort enveloppé dans la couverture rougeâtre d'un pamphlet. Cependant, j'aimais mon père. Au fond, il était juste. Peut-être ne haïssons-nous pas la sévérité quand elle est justifiée par un grand caractère, par des mœurs pures, et qu'elle est adroitement entremêlée de bonté. Si mon père ne me quitta jamais, si jusqu'à l'âge de 20 ans, il ne laissa pas 10 francs à ma disposition, 10 coquins, 10 libertins de francs, trésor immense dont la possession vainement enviée me faisait rêver d'ineffables délices, il cherchait du moins à me procurer quelques distractions. Après m'avoir promis un plaisir pendant des mois entiers, il me conduisait au Bouffon, à un concert, à un bal, où j'espérais rencontrer une maîtresse. Une maîtresse, c'était pour moi l'indépendance. Mais, honteux et timide, ne sachant point l'idiome des salons et n'y connaissant personne, je revenais le cœur toujours aussi neuf et tout aussi gonflé de désir. Puis le lendemain, bridé comme un cheval d'escadron par mon père, dès le matin, je retournai chez un avoué, au droit, au palais. Vouloir m'écarter de la route uniforme qu'il m'avait tracée, c'eût été m'exposer à sa colère.
Il m'avait menacé de m'embarquer à ma première faute, en qualité de mousse pour les Antilles. Aussi me prenait-il un horrible frisson quand par hasard j'osais m'aventurer pendant 1 heure ou 2 dans quelque partie de plaisir. Figure-toi l'imagination la plus vagabonde, le cœur le plus amoureux, l'âme la plus tendre, l'esprit le plus poétique, sans cesse en présence de l'homme le plus caillouteux, le plus atrabilaire, le plus froid du monde. Enfin, marie une jeune fille à un squelette, et tu comprendras l'existence dont tu m'interdis de te développer les scènes curieuses. Projet de fuite évanoui à l'aspect de mon père, désespoir calmé par le sommeil, désir comprimé, sombre mélancolie dissipée par la musique. J'exhalais mon malheur en mélodie. Beethoven ou Mozart furent souvent mes discrets confidents. Aujourd'hui je souris, en me souvenant de tous les préjugés qui troublaient ma conscience à cette époque d'innocence et de vertu. Si j'avais mis le pied chez un restaurateur, je me serais cru ruiné. Mon imagination me faisait considérer un café comme un lieu de débauche, où les hommes se perdaient d'honneur et engageaient leur fortune. Quant à risquer de l'argent au jeu, il aurait fallu en avoir. Oh, quand je devrais t'endormir, je veux te raconter l'une des plus terribles joies de ma vie. Une de ces joies armées de grilles et qui s'enfoncent dans notre cœur comme un fer chaud sur l'épaule d'un forçat. J'étais au bal chez le duc de Navarreins, cousin de mon père. Mais pour que tu puisses parfaitement comprendre ma position, apprends que j'avais un habit râpé, des souliers mal faits, une cravate de cocher et des gants déjà portés. Je me mis dans un coin afin de pouvoir, tout à mon aise, prendre des glaces et contempler les jolies femmes. Mon père m'aperçut. Pour une raison que je ne l'ai jamais devinée, tant cet acte de confiance m'abasourdit, il me donna sa bourse et ses clés à garder. À 10 pas de moi, quelques hommes jouaient. J'entendais frétiller l'or. J'avais 20 ans. Je souhaitais passer une journée entière plongée dans les crimes de mon âge. C'était un libertinage d'esprit, dont nous ne trouverions l'analogue ni dans les caprices de courtisanes, ni dans les songes des jeunes filles. Depuis 1 an, je me rêvais bien mis, en voiture, ayant une belle femme à mes côtés, tranchant du Seigneur, dînant chez Véry, allant le soir au spectacle, décidé à ne revenir que le lendemain chez mon père, mais armé contre lui d'une aventure plus intriguée que ne l'est le mariage de Figaro, et dont il lui aurait été impossible de se dépêtrer. J'avais estimé toute cette joie 50 écus. N'étais-je pas encore sous le charme naïf de l'école buissonnière? J'allais donc dans un boudoir, où seul, les yeux cuisants, les doigts tremblants, je comptais l'argent de mon père. 100 écus. Évoquées par cette somme, les joies de mon escapade apparurent devant moi, dansant, comme les sorcières de Macbeth autour de leur chaudière, mais alléchantes, frémissantes, délicieuses. Je devins un coquin déterminé. Sans écouter ni les tintements de mon oreille, ni les battements précipités de mon cœur, je pris 2 pièces de 20 francs, que je vois encore. Leur millésime était effacé, et la figure de Bonaparte y grimaçait. Après avoir mis la bourse dans ma poche, je revins vers une table de jeu, en tenant les 2 pièces d'or dans la paume humide de ma main. Et je rôdais autour des joueurs, comme un émouché au-dessus d'un poulailler. En proie à des angoisses inexprimables, je jetai soudain un regard translucide autour de moi. Certain de n'être aperçu par aucune personne de connaissance, je pariais, pour un petit homme gras et réjoui, sur la tête duquel j'accumulais plus de prières et de vœux qu'il ne s'en fait en mer pendant 3 tempêtes. Puis, avec un instinct de scélératesse ou de machiavélisme surprenant à mon âge, j'allais me planter près d'une porte, regardant à travers les salons sans rien y voir. Mon âme et mes yeux voltigeaient autour du fatal tapis vert. De cette soirée date la première observation physiologique à laquelle j'ai dû cette espèce de pénétration qui m'a permis de saisir quelques mystères de notre double nature. Je tournai le dos à la table, où se disputait mon futur bonheur d'autant plus profond peut-être qu'il était criminel. Entre les 2 joueurs et moi, il se trouvait une haie d'hommes, épaisse, de 4 ou 5 rangées de causeurs. Le bourdonnement des voix empêchait de distinguer le son de l'orgue qui se mêlait au bruit de l'orchestre.
malgré tous ces obstacles, par un privilège accordé aux passions et qui leur donne le pouvoir d'anéantir l'espace et le temps, j'entendais distinctement les paroles des 2 joueurs. Je connaissais leur point. Je savais celui des 2 qui retournait le roi, comme si j'eusse vu les cartes. Enfin, à 10 pas du jeu, je pâlissais de ses caprices. Mon père passa devant moi, tout à coup. Je compris alors cette parole de l'Écriture. L'Esprit de Dieu passa devant sa face. J'avais gagné. À travers le tourbillon d'hommes qui gravitaient autour des joueurs, j'accourus à la table en m'y glissant avec la dextérité d'une anguille qui s'échappe par la maille rompue d'un filet. De douloureuse, mes fibres devinrent joyeuses. J'étais comme un condamné qui, marchant au supplice, a rencontré le roi. Par hasard, un homme décoré réclama 40 francs qui manquaient. Je fus soupçonné par des yeux inquiets, je pâlis et des gouttes de sueur sillonnèrent mon front. Le crime d'avoir volé mon père me parut bien vengé. Le bon gros petit homme, dit alors d'une voix certainement angélique, tous ces messieurs avaient mis, et paya les 40 francs. Je relevai mon front et jetai des regards triomphants sur les joueurs. Après avoir réintégré dans la bourse de mon père l'or que j'y avais pris, je laissai mon gain à ce digne et honnête monsieur qui continua de gagner. Dès que je me vis possesseur de 160 francs, je les enveloppai dans mon mouchoir, de manière à ce qu'ils ne puissent ni remuer, ni sonner pendant notre retour au logis, et ne joua plus. « Que faisiez-vous au jeu » me dit mon père en entrant dans le fiacre. « Je regardais, » répondis-je en tremblant. « Mais, » reprit mon père, « il n'y aurait eu rien d'extraordinaire à ce que vous eussiez été forcé par amour-propre à mettre quelque argent sur le tapis. Aux yeux des gens du monde, vous paraissez assez âgé pour avoir le droit de commettre des sottises. Aussi, vous excuserais-je, Raphaël, si vous vous étiez servi de ma bourse. » Je ne répondis rien. Quand nous fûmes de retour, je rendis à mon père ses clés et son argent. En rentrant dans sa chambre, il vida la bourse sur sa cheminée, compta l'or, se tourna vers moi d'un air assez gracieux et me dit, en séparant chaque phrase par une pause plus ou moins longue et significative, « Mon fils, vous avez bientôt 20 ans. Je suis content de vous. Il vous faut une pension, ne fût-ce que pour vous apprendre à économiser, à connaître les choses de la vie. Dès ce soir, je vous donnerai 100 francs par mois. Vous disposerez de votre argent comme il vous plaira. Voici le premier trimestre de cette année, ajouta-t-il en caressant une pile d'or, comme pour vérifier la somme. J'avoue que je fus prêt à me jeter à ses pieds, à lui déclarer que j'étais un brigand, un infâme, et pis que cela, un menteur. La honte me retint. J'allais l'embrasser. Il me repoussa faiblement. « Maintenant, tu es un homme, mon enfant, me dit-il. Ce que je fais est une chose simple et juste, dont tu ne dois pas me remercier. Si j'ai droit à votre reconnaissance, Raphaël, reprit-il d'un ton doux, mais plein de dignité, c'est pour avoir préservé votre jeunesse des malheurs qui dévorent tous les gens à Paris. Désormais, nous serons 2 amis. Vous deviendrez dans un an docteur en droit. Vous avez, non sans quelques déplaisirs et certaines privations, acquis les connaissances solides et l'amour du travail si nécessaire aux hommes appelés à manier les affaires. Apprenez, Raphaël, à me connaître. Je ne veux faire de vous ni un avocat, ni un notaire, mais un homme d'État qui puisse devenir la gloire de notre pauvre maison. À demain, ajouta-t-il, en me renvoyant par un geste mystérieux. Dès ce jour, mon père m'initia franchement à ses projets. J'étais fils unique et j'avais perdu ma mère depuis 10 ans. Autrefois, peu flatté d'avoir le droit de labourer la terre, l'épée au côté, mon père, chef d'une maison historique à peu près oubliée en Auvergne, vint à Paris pour y tenter le diable. Doué de cette finesse qui rend les hommes du midi de la France si supérieurs quand elle se trouve accompagnée d'énergie, il était parvenu, sans grand appui, à prendre position au cœur même du pouvoir. La Révolution renversa bientôt sa fortune, mais il avait su épouser l'héritière d'une grande maison
et s'était vu sous l'Empire au moment de restituer à notre famille son ancienne splendeur. La Restauration, qui rendit à ma mère des biens considérables, ruina mon père. Ayant jadis acheté plusieurs terres données par l'empereur à ses généraux et situées en pays étrangers, il luttait depuis 10 ans avec des liquidateurs et des diplomates, avec les tribunaux prussiens et bavarois pour se maintenir dans la possession contestée de ces malheureuses dotations. Mon père me jeta dans le labyrinthe inextricable de ce vaste procès, d'où dépendait notre avenir. Nous pouvions être condamnés à restituer les revenus par lui perçus, ainsi que le prix de certaines coupes de bois, faites de 1814 à 1817. Dans ce cas, le bien de ma mère suffisait à peine pour sauver l'honneur de notre nom. Aussi, le jour où mon père parut en quelque sorte m'avoir émancipé, je tombai sous le joug le plus odieux. Je dus combattre comme sur un champ de bataille, travailler nuit et jour, aller voir des hommes d'État, tâcher de surprendre leur religion, tenter de les intéresser à notre affaire, les séduire, eux, leurs femmes, leurs valets, leurs chiens, et déguiser cet horrible métier sous des formes élégantes, sous d'agréables plaisanteries. Je compris tous les chagrins dont l'empreinte flétrissait la figure de mon père. Pendant une année environ, je menais donc en apparence la vie d'un homme du monde. Mais cette dissipation et mon empressement à me lier avec des parents en faveur ou avec des gens qui pouvaient nous être utiles cachaient d'immenses travaux. Mes divertissements étaient encore des plaidoiries et mes conversations des mémoires. Jusque-là, j'avais été vertueux par l'impossibilité de me livrer à mes passions de jeune homme. Mais craignant alors de causer la ruine de mon père ou la mienne par une négligence, je devins mon propre despote et n'osais me permettre ni un plaisir, ni une dépense. Lorsque nous sommes jeunes, quand, à force de froissement, les hommes et les choses ne nous ont point encore enlevé cette délicate fleur de sentiment, cette verdeur de pensée, cette noble pureté de conscience qui ne nous laisse jamais transiger avec le mal, nous sentons vivement nos devoirs. Notre honneur parle haut et se fait écouter. Nous sommes francs et sans détour. Ainsi étais-je alors. Je voulus justifier la confiance de mon père. Naguère, je lui aurais dérobé délicieusement une chétive somme. Mais, portant avec lui le fardeau de ses affaires, de son nom, de sa maison, je lui eusse donné secrètement mes biens, mes espérances, comme je lui sacrifiais mes plaisirs. Heureux même de mon sacrifice. Aussi, quand M. de Villèle exhuma tout exprès pour nous un décret impérial sur les déchéances et nous eut ruinés, signai-je la vente de mes propriétés, n'en gardant qu'une île sans valeur, située au milieu de la Loire, et où se trouvait le tombeau de ma mère. Aujourd'hui, peut-être, les arguments, les détours, les discussions philosophiques, philanthropiques et politiques ne me manqueraient pas pour me dispenser de ce que mon avoué nommait une bêtise. Mais à 21 ans, nous sommes, je le répète, tout générosité, tout chaleur, tout amour. Les larmes que je vis dans les yeux de mon père furent alors pour moi la plus belle des fortunes, et le souvenir de ces larmes a souvent consolé ma misère. 10 mois après avoir payé ses créanciers, mon père mourut de chagrin. Il m'adorait et m'avait ruiné. Cette idée le tua. En 1826, à l'âge de 22 ans, vers la fin de l'automne, je suivis tout seul le convoi de mon premier ami, de mon père. Peu de jeunes gens se sont trouvés, seuls, avec leurs pensées, derrière un corbillard, perdus dans Paris, sans avenir, sans fortune. Les orphelins recueillis par la charité publique ont au moins pour avenir le champ de bataille, pour père le gouvernement, ou le procureur du roi, pour refuge un hospice. Moi, je n'avais rien. 3 mois après, un commissaire-priseur me remit 1112 francs, produit net et liquide de la succession paternelle. Des créanciers m'avaient obligé à vendre notre mobilier. Accoutumé dès ma jeunesse à donner une grande valeur aux objets de luxe dont j'étais entourée, je ne pus m'empêcher de marquer une sorte d'étonnement à l'aspect de ce reliquat exigu. « Oh !» me dit le commissaire-priseur. Tout cela était bien rococo. Mot épouvantable,
qui flétrissait toutes les religions de mon enfance et me dépouillait de mes premières illusions, les plus chères de toutes. Ma fortune se résumait par un bordereau de vente. Mon avenir gisait dans un sac de toile qui contenait 1112 francs. La société m'apparaissait en la personne d'un huissier priseur qui me parlait le chapeau sur la tête. Un valet de chambre qui me chérissait et auquel ma mère avait jadis constitué 400 francs de rente viagère, Jonatas, me dit, en quittant la maison d'où j'étais si souvent sortie joyeusement en voiture pendant mon enfance, « Soyez bien économe, monsieur Raphaël. » Il pleurait, le bonhomme. Tels sont, mon cher Émile, les événements qui maîtrisèrent ma destinée, modifièrent mon âme et me placèrent jeune encore dans la plus fausse de toutes les situations sociales. Des liens de famille, mais faibles, m'attachaient à quelques maisons riches, dont l'accès m'eût été interdit par ma fierté, si le mépris et l'indifférence ne m'en eussent déjà fermé la porte. Quoique parent de personnes très influentes et prodigues de leur protection pour des étrangers, je n'avais ni parents, ni protecteurs. Sans cesse arrêtée dans ses expansions, mon âme s'était repliée sur elle-même. Plein de franchise et de naturel, je devais paraître froid, dissimulé. Le despotisme de mon père m'avait ôté toute confiance en moi. J'étais timide et gauche, je ne croyais pas que ma voix pût exercer le moindre empire. Je me déplaisais, je me trouvais laid, j'avais honte de mon regard. Malgré la voix intérieure qui doit soutenir les hommes de talent dans leur lutte et qui me criait « Courage, marche !» Malgré les révélations soudaines de ma puissance dans la solitude, malgré l'espoir dont j'étais animée en comparant les ouvrages nouveaux admirés du public à ceux qui voltigeaient dans ma pensée, je doutais de moi comme un enfant. J'étais la proie d'une excessive ambition. Je me croyais destinée à de grandes choses et me sentais dans le néant. J'avais besoin des hommes et je me trouvais sans amis. Je devais me frayer une route dans le monde et j'y restais seule, moins craintif que honteux. Pendant l'année où je fus jetée par mon père dans le tourbillon de la haute société, j'y vins avec un cœur neuf, avec une âme fraîche. Comme tous les grands enfants, j'aspirais secrètement à de belles amours. Je rencontrai parmi les jeunes gens de mon âge une secte de fanfarons qui allaient, tête levée, disant des riens, s'asseyant sans trembler près des femmes qui me semblaient les plus imposantes, débitant des impertinences, mâchant le bout de leur canne, minaudant, se prostituant à eux-mêmes les plus jolies personnes, mettant ou prétendant avoir mis leur tête sur tous les oreillers, ayant l'air d'être au refus du plaisir, considérant les plus vertueuses, les plus prudes comme de prises faciles et pouvant être conquises à la simple parole, au moindre geste hardi, par le premier regard insolent. Je te le déclare, en mon âme et conscience, la conquête du pouvoir ou d'une grande renommée littéraire me paraissait un triomphe moins difficile à obtenir qu'un succès auprès d'une femme de haut rang, jeune, spirituelle et gracieuse. Je trouvais donc les troubles de mon cœur, mes sentiments, mes cultes, en désaccord avec les maximes de la société. J'avais de la hardiesse, mais dans l'âme seulement, et non dans les manières. J'ai su plus tard que les femmes ne voulaient pas être mendiées. J'en ai beaucoup vu que j'adorais de loin, auxquelles je livrais un cœur à toute épreuve, une âme à déchirer, une énergie qui ne s'effrayait ni des sacrifices ni des tortures. Elles appartenaient à des sots dont je n'aurais pas voulu pour portier. Combien de fois, muet et immobile, n'ai-je pas admiré la femme de mes rêves surgissant dans un bal, dévouant alors en pensée mon existence à des caresses éternelles. J'imprimais toutes mes espérances en un regard et lui offrais dans mon extase un amour de jeune homme qui courait au-devant des tromperies. En certains moments, j'aurais donné ma vie pour une seule nuit. Eh bien, n'ayant jamais trouvé d'oreille à qui confier mes propos passionnés, de regard où reposer les miens, de cœur pour mon cœur, j'ai vécu dans tous les tourments d'une impuissante énergie qui se dévorait elle-même, soit faute de hardiesse ou d'occasion, soit inexpérience. Peut-être ai-je désespéré de me faire comprendre, ou tremblé d'être trop compris. Et cependant, j'avais un orage, tout prêt à chaque regard poli que l'on pouvait m'adresser. Malgré ma promptitude à prendre ce regard ou des mots en apparence affectueux comme de tendres engagements, je n'ai jamais osé
ni parler, ni me taire à propos. À force de sentiments, ma parole était insignifiante et mon silence était stupide. J'avais sans doute trop de naïveté pour une société factice qui vit aux lumières et rend toutes ses pensées par des phrases convenues ou des mots que dicte la mode. Puis je ne savais point parler en me taisant, ni me taire en parlant. Enfin, gardant en moi des feux qui me brûlaient, ayant une âme semblable à celle que les femmes souhaitaient de rencontrer, en proie à cette exaltation dont elles sont avides, possédant l'énergie dont se vantent les sots, toutes les femmes m'ont été traîtreusement cruelles. Aussi, admirais-je naïvement les héros de coterie, quand ils célébraient leur triomphe, sans les soupçonner de mensonges. J'avais sans doute le tort de désirer un amour sur parole, de vouloir trouver grande et forte, dans un cœur de femme frivole et légère, affamée de luxe, ivre de vanité, cette passion large, cet océan qui battait tempétueusement dans mon cœur. Oh, se sentir née pour aimer, pour rendre une femme bien heureuse, et ne pas avoir trouvé même une courageuse et noble Marceline ou quelque vieille marquise. Porter des trésors dans une besace et ne pouvoir rencontrer personne, pas même une enfant, quelque jeune fille curieuse, pour les lui faire admirer. J'ai souvent voulu me tuer de désespoir. « Joliment tragique ce soir !» s'écria Émile. « Hé, laisse-moi condamner ma vie !» répondit Raphaël. « Si ton amitié n'a pas la force d'écouter mes élégies, si tu ne peux me faire crédit d'une demi-heure d'ennui, dors, mais ne me demande plus compte de mon suicide qui gronde, qui se dresse, qui m'appelle et que je salue. Pour juger un homme, au moins faut-il être dans le secret de sa pensée, de ses malheurs, de ses émotions, ne vouloir connaître de sa vie que les événements matériels, c'est faire de la chronologie, l'histoire des sots. » Le ton amer avec lequel ces paroles furent prononcées frappa si vivement Émile que, dès ce moment, il prêta toute son attention à Raphaël en le regardant d'un air hébété. « Mais, reprit le narrateur, maintenant la lueur qui colore ces accidents leur prête un nouvel aspect. L'ordre des choses que je considérais jadis comme un malheur a peut-être engendré les belles facultés dont plus tard je me suis enorgueilli. La curiosité philosophique, les travaux excessifs, l'amour de la lecture, qui depuis l'âge de 7 ans jusqu'à mon entrée dans le monde ont constamment occupé ma vie, ne m'aurait-il pas doué de la facile puissance avec laquelle, s'il faut vous en croire, je sais rendre mes idées et marcher en avant dans le vaste champ des connaissances humaines. L'abandon auquel j'étais condamnée, l'habitude de refouler mes sentiments et de vivre dans mon cœur, ne m'ont-ils pas investi du pouvoir de comparer, de méditer, en ne se perdant pas au service des irritations mondaines qui rapetissent la plus belle âme et la réduisent à l'état de guenille? Ma sensibilité ne s'est-elle pas concentrée pour devenir l'organe perfectionné d'une volonté plus haute que le vouloir de la passion? Méconnue par les femmes, je me souviens de les avoir observées avec la sagacité de l'amour dédaigné. Maintenant, je le vois, la sincérité de mon caractère a dû leur déplaire. Peut-être veuvent-elles un peu d'hypocrisie? Moi qui suis, tour à tour, dans la même heure, homme et enfant, futiles et penseurs, sans préjugés et plein de superstitions, souvent femme comme elles, n'ont-elles pas dû prendre ma naïveté pour du cynisme et la pureté même de ma pensée pour du libertinage? La science leur était ennui, la langueur féminine faiblesse. Cette excessive mobilité d'imagination, le malheur des poètes, me faisait sans doute juger comme un être incapable d'amour, sans constance dans les idées, sans énergie. Idiot quand je me taisais, je les effarouchais peut-être quand j'essayais de leur plaire. Les femmes m'ont condamné. J'ai accepté, dans les larmes et le chagrin, l'arrêt porté par le monde. Cette peine a produit son fruit. Je voulus me venger de la société. Je voulus posséder l'âme de toutes les femmes en me soumettant les intelligences et voir tous les regards fixés sur moi quand mon nom serait prononcé par un valet à la porte d'un salon. Je m'instituai grand homme. Dès mon enfance, je m'étais frappé le front
en me disant comme André de Chénier, « Il y a quelque chose là ». Je croyais sentir en moi une pensée à exprimer, un système à établir, une science à expliquer. Oh, mon cher Émile, aujourd'hui que j'ai 26 ans à peine, que je suis sûre de mourir inconnue, sans avoir jamais été l'amant de la femme que j'ai rêvé de posséder, laisse-moi te conter mes folies. N'avons-nous pas tous, plus ou moins, pris nos désirs pour des réalités ? Ah, je ne voudrais point pour ami d'un jeune homme qui dans ses rêves ne se serait pas tressé des couronnes, construit quelques piédestals ou donné de complaisantes maîtresses. Moi, j'ai souvent été général, empereur. J'ai été Byron, puis rien. Après avoir joué sur le fait des choses humaines, je m'apercevais que toutes les montagnes, toutes les difficultés restaient à gravir. Cet immense amour-propre qui bouillonnait en moi, cette croyance sublime à une destinée, et qui devient du génie peut-être, quand un homme ne se laisse pas déchiqueter l'âme par le contact des affaires aussi facilement qu'un mouton abandonne sa laine aux épines des halliers où il passe. Tout cela me sauva. Je voulus me couvrir de gloire et travailler dans le silence pour la maîtresse que j'espérais avoir un jour. Toutes les femmes se résumaient par une seule. Et cette femme, je croyais la rencontrer dans la première qui s'offrait à mes regards. Mais, voyant une reine dans chacune d'elles, toutes devaient, comme les reines qui sont obligées de faire des avances à leurs amants, venir un peu au-devant de moi, souffreteux, pauvre et timide. Ah, pour celle qui m'eût plaint, j'avais dans le cœur tant de reconnaissance outre l'amour que je l'eusse adorée pendant toute sa vie. Plus tard, mes observations m'ont appris de cruelles vérités. Ainsi, mon cher Émile, je risquais de vivre éternellement seule. Les femmes sont habituées, par je ne sais quelle pente de leur esprit, à ne voir dans un homme de talent que ses défauts, et dans un sot que ses qualités. Elles éprouvent de grandes sympathies pour les qualités du sot, qui sont une flatterie perpétuelle de leurs propres défauts, tandis que l'homme supérieur ne leur offre pas assez de jouissance pour compenser ses imperfections. Le talent est une fièvre intermittente. Nulle femme n'est jalouse d'en partager seulement les malaises. Toutes veulent trouver dans leurs amants des motifs de satisfaire leur vanité. C'est elles encore qu'elles aiment en nous. Un homme pauvre, fier, artiste, doué du pouvoir de créer, n'est-il pas armé d'un blessant égoïsme ? Il existe autour de lui je ne sais quel tourbillon de pensée dans lequel il enveloppe tout, même sa maîtresse, qui doit en suivre le mouvement. Une femme adulée peut-elle croire à l'amour d'un tel homme ? Ira-t-elle le chercher ? Cet amant n'a pas le loisir de s'abandonner autour d'un divan, à ces petites singeries de sensibilité auxquelles les femmes tiennent tant et qui sont le triomphe des gens faux et insensibles. Le temps manque à ses travaux. Comment en dépenserait-il à se rapetisser, à se chamarrer ? Prêt à donner ma vie d'un coup ? Je ne l'aurais pas avili en détail. Enfin, il existe dans le manège d'un agent de change qui fait les commissions d'une femme pâle et minaudière je ne sais quoi de mesquin dont l'artiste a horreur. L'amour abstrait ne suffit pas à un homme pauvre et grand. Il en veut tous les dévouements. Les petites créatures qui passent leur vie à essayer des cachemires ou se font les porte-manteaux de la mode n'ont pas de dévouement. Elles en exigent et voient dans l'amour le plaisir de commander, non celui d'obéir. La véritable épouse en cœur, en chair et en os, se laisse traîner là où va celui en qui réside sa vie, sa force, sa gloire, son bonheur. Aux hommes supérieurs, il faut des femmes orientales, dont l'unique pensée soit l'étude de leurs besoins. Pour eux, le malheur est dans le désaccord de leurs désirs et des moyens. Moi qui me croyais homme de génie, j'aimais précisément ces petites maîtresses. Nourrissant des idées si contraires aux idées reçues, ayant la prétention d'escalader le ciel sans échelle, posséder des trésors qui n'avaient pas cours, armé de connaissances étendues qui surchargeaient ma mémoire et que je n'avais pas encore classées, que je ne m'étais point assimilée, me trouvant sans parents, sans amis, seule, au milieu du plus affreux désert, un désert pavé, un désert animé, pensant, vivant, où tout vous est bien plus qu'ennemi, indifférent,
indifférent. La résolution que je pris était naturelle, quoique folle. Elle comportait je ne sais quoi d'impossible qui me donna du courage. Ce fut comme un parti fait avec moi-même et dont j'étais le joueur et l'enjeu. Voici mon plan. Mes 1100 francs devaient suffire à ma vie pendant 3 ans. Je m'accordais ce temps pour mettre au jour un ouvrage qui pût attirer l'attention publique sur moi, me faire une fortune ou un nom. Je me réjouissais en pensant que j'allais vivre de pain et de lait, comme un solitaire de la Thébaïde, plongé dans le monde des livres et des idées, dans une sphère inaccessible. Au milieu de ce Paris si tumultueux, sphère de travail et de silence, où, comme les chrysalides, je me bâtissais une tombe pour renaître brillant et glorieux. J'allais risquer de mourir pour vivre, en réduisant l'existence à ses vrais besoins, au strict nécessaire. Je trouvais que 365 francs par an devaient suffire à ma pauvreté. En effet, cette maigre somme a satisfait à ma vie, tant que j'ai voulu subir ma propre discipline claustrale. « C'est impossible !» s'écria Émile. « J'ai vécu près de 3 ans ainsi, » répondit Raphaël avec une sorte de fierté. « Comptons, » reprit-il. 3 sous de pain, 2 sous de lait, 3 sous de charcuterie m'empêchaient de mourir de faim et tenaient mon esprit dans un état de lucidité singulière. J'ai observé, tu le sais, de merveilleux effets produits par la diète sur l'imagination. Mon logement me coûtait 3 sous par jour. Je brûlais pour 3 sous d'huile par nuit. Je faisais moi-même ma chambre. Je portais des chemises de flanelle pour ne dépenser que 2 sous de blanchissage par jour. Je me chauffais avec du charbon de terre, dont le prix divisé par les jours de l'année n'a jamais donné plus de 2 sous pour chacun. J'avais des habits, du linge, des chaussures pour 3 années. Je ne voulais m'habiller que pour aller à certains cours publics et aux bibliothèques. Ces dépenses réunies ne faisaient que 18 sous. Il me restait 2 sous pour les choses imprévues. Je ne me souviens pas d'avoir, pendant cette longue période de travail, passé le pont des Arts, ni d'avoir jamais acheté d'eau. J'allais en chercher le matin, à la fontaine de la place Saint-Michel, au coin de la rue des Grès. Oh, je portais ma pauvreté fièrement. Un homme qui pressent un bel avenir marche dans sa vie de misère comme un innocent conduit au supplice. Il n'a point honte. Je n'avais pas voulu prévoir la maladie. Comme Aquilina, j'envisageais l'hôpital sans terreur. Je n'ai pas douté un moment de ma bonne santé. D'ailleurs, le pauvre ne doit se coucher que pour mourir. Je me coupais les cheveux, jusqu'au moment où un ange d'amour ou de bonté. Mais je ne veux pas anticiper sur la situation à laquelle j'arrive. Apprends seulement, mon cher ami, qu'à défaut de maîtresse, je vécus avec une grande pensée, avec un rêve, un mensonge, auquel nous commençons tous par croire plus ou moins. Aujourd'hui, je ris de moi, de ce moi, peut-être saint et sublime, qui n'existe plus. La société, le monde, nos usages, nos mœurs, vus de près, m'ont révélé le danger de ma croyance innocente et la superfluité de mes fervents travaux. Ces approvisionnements sont inutiles à l'ambitieux. Que léger soit le bagage de qui poursuit la fortune. La faute des hommes supérieurs est de dépenser leurs jeunes années à se rendre dignes de la faveur. Pendant qu'ils thésaurisent, leur force est la science, pour porter sans effort le poids d'une puissance qui les fuit. Les intrigants, riches de mots et dépourvus d'idées, vont et viennent, surprennent les sots et se logent dans la confiance des demi-niais. Les uns étudient, les autres marchent, les uns sont modestes, les autres hardis. L'homme de génie tait son orgueil, l'intrigant arbore le sien et doit arriver nécessairement. Les hommes du pouvoir ont si fort besoin de croire au mérite tout fait, au talent effronté, qu'il y a chez le vrai savant de l'enfantillage à espérer des récompenses humaines. Je ne cherche certes pas à paraphraser les lieux communs de la vertu, le cantique des cantiques, éternellement chanté par les génies méconnus. Je veux déduire logiquement la raison des fréquents succès obtenus par les hommes médiocres. Hélas, l'étude est si maternellement bonne
qu'il y a peut-être crime à lui demander des récompenses autres que les pures et douces joies dont elle nourrit ses enfants. Je me souviens d'avoir quelquefois trempé gaiement mon pain dans mon lait, assis auprès de ma fenêtre en y respirant l'air, en laissant planer mes yeux sur un paysage de toits bruns, grisâtres, rouges, en ardoise, en tuiles, couverts de mousses jaunes ouvertes. Si d'abord cette vue me parut monotone, j'y découvris bientôt de singulières beautés. Tantôt le soir, des raies lumineuses, parties des volets mal fermés, nuançaient et animaient les noires profondeurs de ce pays original. Tantôt, les lueurs pâles des réverbères projetaient d'en bas des reflets jaunâtres à travers le brouillard et accusaient faiblement dans les rues les ondulations de ces toits pressés, océan de vagues immobiles. Parfois, de rares figures apparaissaient au milieu de ce morne désert. Parmi les fleurs de quelques jardins aériens, j'entrevoyais le profil anguleux et crochu d'une vieille femme arrosant des capucines, ou, dans le cadre d'une lucarne pourrie, quelques jeunes filles faisant sa toilette, se croyant seules, et dont je ne pouvais apercevoir que le beau front et les longs cheveux élevés en l'air par un joli bras blanc. J'admirais dans les gouttières quelques végétations éphémères, pauvres herbes, bientôt emportées par un orage. J'étudiais les mousses, leur couleur ravivée par la pluie, et qui sous le soleil se changeaient en un velours sec et brun, à reflets capricieux. Enfin, les poétiques et fugitifs effets du jour, les tristesses du brouillard, les soudains pétillements du soleil, le silence et les magies de la nuit, les mystères de l'aurore, les fumées de chaque cheminée, tous les accidents de cette singulière nature m'étaient devenus familiers et me divertissaient. J'aimais ma prison. Elle était volontaire. Ces savanes de Paris formées par des toits nivelés comme une plaine, mais qui couvraient des abîmes peuplés, allaient à mon âme et s'harmoniaient avec mes pensées. Il est fatigant de retrouver brusquement le monde quand nous descendons des hauteurs célestes où nous entraînent les méditations scientifiques. Aussi ai-je alors parfaitement conçu la nudité des monastères. Quand je fus bien résolu à suivre mon nouveau plan de vie, je cherchais mon logis dans les quartiers les plus déserts de Paris. Un soir, en revenant de l'Estrapade, je passais par la rue des Cordiers pour retourner chez moi. À l'angle de la rue de Cluny, je vis une petite fille d'environ 14 ans qui jouait au volant avec une de ses camarades et dont les rires et les espiègleries amusaient les voisins. Il faisait beau, la soirée était chaude, le mois de septembre durait encore. Devant chaque porte, des femmes étaient assises et devisaient comme dans une ville de province par un jour de fête. J'observai d'abord la jeune fille, dont la physionomie était d'une admirable expression et le corps tout posé pour un peintre. C'était une scène ravissante. Je cherchais la cause de cette bonhomie au milieu de Paris. Je remarquai que la rue n'aboutissait à rien et ne devait pas être très passante. En me rappelant le séjour de Jean-Jacques Rousseau dans ce lieu, je trouvai l'hôtel Saint-Quentin, et le délabrement dans lequel il était me fit espérer d'y rencontrer un gîte peu coûteux. Je voulus le visiter. En entrant dans une chambre basse, je vis les classiques flambeaux de cuivre garnis de leurs chandelles, méthodiquement rangés au-dessus de chaque clé, et fus frappé de la propreté qui régnait dans cette salle, ordinairement assez mal tenue dans les autres hôtels. Elle était peignée comme un tableau de genre, son lit bleu, les ustensiles, les meubles, avaient la coquetterie d'une nature de convention. La maîtresse de l'hôtel, femme de 40 ans environ, dont les traits exprimaient des malheurs, dont le regard était comme terni par des pleurs, se leva, vint à moi. Je lui soumis humblement le tarif de mon loyer. Sans en paraître étonnée, elle chercha une clé parmi toutes les autres et me conduisit dans les mansardes, où elle me montra une chambre qui avait vue sur les toits, sur les cours des maisons voisines, par les fenêtres desquelles passaient de longues perches chargées de linge. Rien n'était plus horrible que cette mansarde, aux murs jaunes et sales, qui sentait la misère et appelait son savant. La toiture s'y abaissait régulièrement, et les tuiles disjointes laissaient voir le ciel. Il y avait une place pour un lit, une table, quelques chaises, et sous l'angle aigu du toit, je pouvais loger mon piano.
N'étant pas assez riche pour meubler cette cage digne des plombs de Venise, la pauvre femme n'avait jamais pu la louer. Ayant précisément accepté de la vente immobilière que je venais de faire les objets qui m'étaient en quelque sorte personnels, je fus bientôt d'accord avec mon hôtesse et m'installai le lendemain chez elle. Je vécus dans ce sépulcre aérien pendant près de 3 ans, travaillant nuit et jour sans relâche, avec tant de plaisir, que l'étude me semblait être le plus beau thème, la plus heureuse solution de la vie humaine. Le calme et le silence nécessaires aux savants ont je ne sais quoi de doux, d'enivrant, comme l'amour. L'exercice de la pensée, la recherche des idées, les contemplations tranquilles de la science nous prodiguent d'ineffables délices, indescriptibles comme tout ce qui participe de l'intelligence, dont les phénomènes sont invisibles à nos sens extérieurs. Aussi, sommes-nous toujours forcés d'expliquer les mystères de l'esprit par des comparaisons matérielles. Le plaisir de nager dans un lac d'eau pure au milieu des rochers, des bois et des fleurs, seul et caressé par une brise tiède, donnerait aux ignorants une bien faible image du bonheur que j'éprouvais quand mon âme était baignée dans les lueurs de je ne sais quelle lumière, quand j'écoutais les voix terribles et confuses de l'inspiration, quand d'une source inconnue les images ruisselaient dans mon cerveau palpitant. Voilà une idée qui pointe dans le champ des abstractions humaines, comme le lever du soleil au matin, et s'élève comme lui, qui, mieux encore grandit comme un enfant, arrive à la puberté, se fait lentement viril, est une joie supérieure aux autres joies terrestres, ou plutôt, c'est un divin plaisir. L'étude prête une sorte de magie à tout ce qui nous environne. Le bureau chétif sur lequel j'écrivais et la basane brune qui le couvrait, mon piano, mon lit, mon fauteuil, les bizarreries de mon papier de tenture, mes meubles, toutes ces choses s'animèrent et devinrent pour moi d'humbles amis, les complices silencieux de mon avenir. Combien de fois ne leur ai-je pas communiqué mon âme en les regardant? Souvent, en laissant voyager mes yeux sur une moulure déjetée, je rencontrais des développements nouveaux, une preuve frappante de mon système, ou des mots que je croyais heureux, pour rendre des pensées presque intraduisibles. À force de contempler les objets qui m'entouraient, je trouvais à chacun sa physionomie, son caractère. Souvent, il me parlait. Si par-dessus les toits, le soleil couchant jetait à travers mon étroite fenêtre quelques lueurs furtives, il se colorait, pâlissait, brillait, s'attristait ou s'égayait, en me surprenant toujours par des effets nouveaux. Ces menus accidents de la vie solitaire, qui échappent aux préoccupations du monde, sont la consolation des prisonniers. N'étais-je pas captivé par une idée, emprisonné dans un système, mais soutenu par la perspective d'une vie glorieuse? À chaque difficulté vaincue, je baisais les mains douces de la femme aux beaux yeux, élégante et riche, qui devait un jour caresser mes cheveux en me disant avec attendrissement « Tu as bien souffert, pauvre ange ». J'avais entrepris 2 grandes œuvres. Une comédie devait, en peu de jours, me donner une renommée, une fortune, et l'entrée de ce monde où je voulais reparaître en y exerçant les droits régaliens de l'homme de génie. Vous avez tous vu dans ce chef-d'œuvre la première erreur d'un jeune homme qui sort du collège. Une véritable niaiserie d'enfant. Vos plaisanteries ont détruit de fécondes illusions, qui depuis ne se sont plus réveillées. Toi seul, mon cher Émile, as calmé la plaie profonde que d'autres firent à mon cœur. Toi seul admiras ma théorie de la volonté, ce long ouvrage pour lequel j'avais appris les langues orientales, l'anatomie, la physiologie, auquel j'avais consacré la plus grande partie de mon temps. Œuvre qui, si je ne me trompe, complétera les travaux de Mesmer, de Lavater, de Gall, de Bichat, en ouvrant une nouvelle route à la science humaine. Là s'arrête ma belle vie, ce sacrifice de tous les jours, ce travail de vers à soi inconnu au monde et dont la seule récompense est peut-être dans le travail même. Depuis l'âge de raison jusqu'au jour où j'eus terminé ma théorie, j'ai observé, appris, écrit, lu sans relâche, et ma vie fut comme un long pensum. Amant efféminé de la paresse orientale, amoureux de mes rêves, sensuel, j'ai toujours travaillé, me refusant à goûter les jouissances de la vie parisienne.
Gourmand, j'ai été sobre. Aimant et la marche et les voyages maritimes, désirant visiter plusieurs pays, trouvant encore du plaisir à faire comme un enfant, ricocher des cailloux sur l'eau, je suis resté constamment assis, une plume à la main. Bavard, j'allais écouter en silence les professeurs au cours public de la bibliothèque et du muséum. J'ai dormi sur mon grabat solitaire comme un religieux de l'ordre de Saint-Benoît. Et la femme était cependant ma seule chimère, une chimère que je caressais et qui me fuyait toujours. Enfin, ma vie a été une cruelle antithèse, un perpétuel mensonge. Puis, jugez donc les hommes.